À la une de l'actualité aujourd'hui, cette grève qui n'en finit plus à la fourrière départementale. Depuis le 29 janvier, les salariés ont cessé le travail. Revalorisation de salaire, retour d'un employé licencié. Ils dénoncent également leurs conditions de travail. 25e sur 28 établissements hospitaliers, les Antilles-Guyane ne font pas partie des destinations favorites des internes en médecine, selon le classement d'un magazine spécialisé. Heureusement, certaines matières comme l'oncologie restent assez prisées. Chaque année, c'est un grand casse-tête pour les lycéens. L'heure des orientations post-bac a sonné. Dans les semaines à venir, ils devront formuler leurs vœux. Une angoisse pour les plus indécis, mais certains savent parfaitement où ils vont. Enfin, depuis vendredi, la saison des restrictions a commencé. Le carême est très observé par les chrétiens, mais aussi par les non-pratiquants. Une coutume religieuse devenue culturelle qui permet notamment d'avoir une alimentation différente pendant un mois. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce mouvement de grève, je vous le disais, qui dure depuis maintenant plus de 3 semaines, celui de la fourrière départementale. Les salariés y dénoncent des conditions de travail pénibles et réclament la réintégration d'un de leurs collègues licenciés. Ils demandent également une prime de risque et salissure ainsi qu'une revalorisation des salaires. Autant de revendications sur lesquelles ils n'entendent pas faiblir. Or, ce sont précisément les points de désaccord avec la direction. La situation est donc très tendue à Mangovulsin, comme l'a constaté Loïc Régis. Statu quo à la fourrière de Mangovulsin, les grilles sont toujours fermées. Aucune entrée ou sortie de véhicules n'est effectuée sur ce site qui d'ordinaire traite 200 véhicules par mois. Depuis le 29 janvier, 4 des 8 salariés de la structure sont en grève. Un employeur qui ne paye pas ses salariés, alors qu'il y a une DSP, une délégation de service public, qui paye ses salariés par le biais d'une acompte chaque mois, les 6, le 7 de chaque mois et le solde l'autre mois d'après. Un employeur qui fait travailler des salariés dans des conditions inhumaines, c'est-à-dire les salariés qui travaillent 7 jours sur 7 le matin et le soir, je crois qu'on n'avait jamais vu ça et je croyais que ce temps-là était révolu. Les discussions avec la direction sont rompues depuis plusieurs jours maintenant. Sur les 10 points de revendication, 3 posent toujours problème. La prime de risque et de salissure, la revalorisation des salaires et surtout la réintégration de salariés licenciés de manière abusive selon le syndicat. Depuis quand dans ce pays on peut licencier un salarié qui a un accident de travail? Et quand on pose la question à l'employeur, d'ailleurs c'est la responsabilité de l'employeur, parce que l'employeur en réalité quand il y a un accident, l'employeur doit suivre le salarié. Au lieu de suivre le salarié, il poursuit le salarié. De son côté, la direction affiche sa fermeté. La reprise des négociations est possible, mais hors de question de réintégrer le salarié concerné. En réalité, la seule véritable revendication, c'est de demander la réintégration d'un salarié. Un salarié qui a commis des fautes importantes, des fautes qui ne permettent pas de sa réintégration puisqu'elle met en cause la sécurité, sa propre sécurité, la sécurité des usagers. Donc, ce point étant clairement défini, il n'est pas possible de réintégrer ce salarié. Un dialogue de sourds et un conflit qui semble bien parti pour s'enliser, à moins que l'intervention des médiateurs permette de trouver une issue. Quand des chauffeurs poids lourds sont agressés pour venger un accident de la route. C'est ce qui se passe depuis l'accident entre un scooter et un camion toupie. Souvenez-vous, le 11 février dernier, 2 jeunes décédaient sur la route des Religieuses à Fort-de-France, sous les roues de ce fameux camion. Depuis, les véhicules ont été dégradés et les chauffeurs menacés à plusieurs reprises et sur 2 chantiers différents. Les conducteurs ont donc tiré la sonnette d'alarme cet après-midi à la maison des syndicats. Écoutez-les justement, ils répondent à Loïc Régis. Il y a un accident. En plus, moi, je n'ai pas travaillé le mercredi. Le jeudi, je me rends sur le chantier. C'est à ce moment-là où je vois les gars arriver en train de caillasser le camion d'un collègue. Et moi, j'étais à l'intérieur. J'ai appelé le patron. Il n'a pas pu venir, il était en réunion. Mais la BAC est venue, ils m'ont donné l'instruction. Et ils m'ont dit d'attendre pour me faire sortir. Pour éviter que ça ne dégénère entre les chauffeurs et les amis des victimes, justement, on pense à appliquer notre droit de retrait, justement. Et arrêter les livraisons? Oui, justement, sur ces chantiers. C'est ce qui est déjà fait, quoi. Et pour refermer ce chapitre social, notez en bref cette grève à l'habitation Font-Galion à Trinité. L'exploitation embauche 42 salariés pour s'occuper de ces bananes. 42 salariés mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils parlent de harcèlement et de pression morale insupportable. Cet après-midi, une rencontre était organisée avec la direction, mais l'absence du directeur général parti au Salon de l'Agriculture à Paris a été très mal vécue par les grévistes. Pour l'heure, ils maintiennent leur mobilisation. Une réunion devrait avoir lieu
jeudi pour décider de la suite à donner au mouvement. Intéressons-nous maintenant à l'orientation de nos jeunes martiniquais. Du 26 au 28 février prochain, le salon du lycéen et de la jeunesse va s'installer au stade Pierre-Aliquer. Un rendez-vous qui ne s'adresse pas seulement aux lycéens, mais à tous les jeunes de 12 à 30 ans afin de mieux les informer et d'assurer une meilleure réussite, scolaire d'abord, puis professionnelle. Autre objectif, lutter contre la fuite des cerveaux et montrer à la jeunesse martiniquaise qu'elle peut envisager son avenir au pays. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Isabelle Ferrière avec Elodie Toto. Je rappelle que pratiquement 2 jeunes sur 5 reviennent à peine, et 3 sur 5 ne reviennent pas du tout, ce qui fait dire que nous avons une perte démographique très importante et on a aussi une perte de cerveau. Donc le gros combat qu'on doit mener, c'est de bien former nos jeunes, de bien les orienter et surtout de tout faire pour qu'économiquement on soit fiable pour les recevoir après leur formation. Nous connaissons la jeunesse, elle est toujours dans l'urgence et le nez dans le guidon. Et il lui faut donc, au moment où elle doit passer au mode opératoire, c'est-à-dire passer à cette inscription pour l'enseignement supérieur dans cette application qui s'appelle APB, application post-bac, qui ouvre le 20 janvier et se ferme le 20 mars. Il faut absolument qu'elle puisse se positionner. Et là, comme elle est dans l'urgence, elle a besoin donc de référents, elle a besoin de réponses. Et le salon arrive opportunément pour lui permettre d'avoir ce contact avec des personnes, des carrières, des cursus, mais également des modes de fonctionnement qui lui seront utiles. Et ce salon devrait permettre aux jeunes de mieux appréhender leur avenir scolaire et professionnel. Pour les élèves de terminale, l'avenir a des airs d'urgence, car à l'approche du bac, il faut trouver une orientation. Dans les semaines à venir, ils vont devoir établir leur fameuse liste de vœux. Et pour certains, c'est un véritable casse-tête. Heureusement, ils n'attendent pas le salon du lycéen pour avoir des idées et pour être aidés. Les professeurs, les CDI et autres intervenants sont là pour leur tenir la main, quoique certains savent très bien là où ils vont. Céline Chalonneau. Comme beaucoup de lycéens de son âge, William devra dans quelques semaines écrire noir sur blanc ses choix d'orientation post-bac. Mais lorsqu'il pense à leur avenir, ces lycéens l'envisagent plutôt sous l'angle d'un métier que sous celui des études. Moi, je sais depuis longtemps, on va dire, ce que je veux faire. Je veux devenir ingénieur en aéronautique, donc je veux travailler avec des gens qui s'occupent des avions. Donc ce serait plutôt dans la conception, donc tout ce qui est réacteur ou aérodynamisme. Au fil des rencontres, en petits groupes, les lycéens affinent leur projet d'études. Dans cette quête, les parents sont les premiers conseillers d'orientation. Ils s'impliquent et apparaissent comme le principal appui de leurs jeunes avant Internet. Bien, j'ai fait mes choix, ça a été difficile, mais j'ai pu choisir grâce à mes parents et ma sœur, car au début de l'année, j'étais totalement perdue. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais finalement, je me suis décidée. J'ai choisi quelques écoles d'ingénieurs, des prépas et des facs de médecine. Ces lycéens doivent décider de leur avenir. L'admission post-bac est une procédure obligatoire. Mais pour certains, à ce stade, c'est surtout un vrai labyrinthe. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme orientation, mais je pense me renseigner au CDI, c'est le meilleur endroit. Un travail de fond en amont est nécessaire toute l'année. Ainsi, les CDI multiplient les sources de documentation accessibles à ces futurs bacheliers. Ils travaillent à leur côté sur leur centre d'intérêt. Les élèves ne sont pas en manque d'ambition, mais ils sont en quête, ils ont besoin d'un aiguilleur, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on les aide à oser chercher, oser trouver le métier qu'ils souhaitent exercer. La société, elle a évolué, il y a de nouveaux secteurs en pleine expansion, donc il y a tellement d'ouverture qu'ils ont besoin d'un accompagnement, d'une expertise. Pour les aider à voir plus clair dans leurs choix, les chefs d'établissement n'hésitent plus à mettre en place des échanges avec des professionnels ou encore d'anciens lycéens. Nous donnons justement du sens à leur éducation. Et je crois que lorsqu'un élève vous dit, après avoir reçu les professionnels, « Madame, je suis heureuse parce que vous m'avez remis un trousseau de clés. À moi de choisir quelle clé, quelle porte que je vais ouvrir pour me permettre de réussir mon projet. » Je crois que ça, c'est merveilleux. C'est vraiment donner tout le sens à cette orientation et je dirais à ce choix, à l'éducation des métiers et à la culture de projet, parce que c'est à travers les projets que nous allons faire rêver nos jeunes.
Tous les élèves de terminale ont jusqu'au 20 mars pour transmettre leur choix d'orientation post-bac. 2 lycéens sur 3 estiment que le métier qu'ils choisiront devra avant tout leur assurer une bonne rémunération. Et pourquoi pas s'orienter vers une carrière d'interprète? Ce matin, une convention de partenariat a été signée entre le lycée Acajou 2 et le comité régional de natation. D'ici avril 2016, le Lamentin accueillera les Carifta Games de natation dans le nouveau bassin communautaire de la CACEM. Et c'est aux lycéens que reviendra la charge de traduire en anglais et en français les échanges entre les sportifs. L'occasion pour la quarantaine de jeunes participants à cette opération d'étudier davantage encore la culture, l'histoire et les langues de la Caraïbe, une action bénévole que commente Robert Marajo face à la caméra de Céline Chalonneau. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, nous restons sur le territoire de la CACEM. Donc, pour pouvoir signer cette convention avec un lycée qui est à caractère européen, pour avoir un certain nombre de jeunes qui vont nous aider à interpréter cette compétition, cette grande manifestation. Vous avez plus de 800 nageurs qui seront présents, qui viennent tous de la Caraïbe, des 22 pays de la Caraïbe, où sont nos voisins les plus proches. Donc ça permettra d'abord à ces jeunes d'apprendre la Caraïbe, de connaître cette géographie de la Caraïbe. Ceux qui seront choisis, par exemple, pour suivre les Bahaméens, ils devront connaître les Bahamas et devront bien sûr connaître leur propre pays, la Martinique, pour pouvoir dialoguer avec ces Bahaméens. Pour finir, l'orientation scolaire, il en sera aussi question dans Pays-moi jeudi ce soir. Comme tous les lundis, Sabrina Doré s'intéresse à l'action des collectivités. Elles ont d'ailleurs mis en place des outils d'accompagnement pour les étudiants, de quoi jalonner leur parcours et leur permettre de poursuivre les études qui leur correspondent vraiment. Extrait. Comme Stéphanie, beaucoup de lycéennes veulent se tourner vers le secteur de la petite enfance. Madame Sanford, conseillère d'orientation, est habituée à ce type de demande. Pour devenir puéricultrice, il faut être titulaire du diplôme d'état de puériculture et posséder le diplôme d'état d'infirmier. La demande reste classique, les jeunes filles se tournent souvent vers l'univers de la beauté et les métiers en contact avec les enfants. Les garçons, eux, se tournent vers la mécanique, le BTP et l'électricité. Le travail des conseillères en orientation est aussi d'informer sur les autres possibilités existantes. Les filles réussissent en principe, on le constate mieux que les garçons, et elles sont cantonnées par leur éducation toujours dans le même type de métier. Alors que bon, elles peuvent très bien, tout ce qui est industriel, elles peuvent très bien aussi se l'approprier. Voilà, Pays-moi jeudi, c'est ce soir à 20 h après la tranche info. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on reviendra sur l'actualité sportive du week-end avec du jumping, du basket et du volleyball entre autres. Et puis nous accompagnerons ensuite Hubert Bornil chez le barbier au Morne Rouge, un barbier à l'ancienne qui s'appelle Isabelle. Mais avant, dans un registre bien moins réjouissant, vous le savez, ce week-end a été marqué par les obsèques de Rémi Plézel. Au Marigot, l'émotion était très forte dès jeudi soir lors de sa veillée. Pour la famille et les amis du jeune pilote, le choc est important. Pour ses confrères du monde aérien aussi. Charles Boulinval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc pilote en Asie, Singapour Airlines. C'est vous qui avez raccompagné le corps de Rémi jusqu'ici. Vous êtes aussi martiniquais d'ailleurs. Comment vous avez vécu, vous, cet accident le 28 décembre ? Écoutez, je me rendais, j'étais de retour de la Martinique vers la Malaisie, à Kuala Lumpur. Et mes collègues ont tenu à m'informer assez rapidement qu'il y avait un avion qui avait perdu le contact. Donc j'étais encore dans ma chambre d'hôtel. Une nuit finalement qui n'a pas vraiment débuté, qui ne s'est pas vraiment terminée, puisque je suis resté, comme tout le monde, accroché aux quelques informations que l'on pouvait obtenir par la télévision. Et puis aussi en contact avec mes collègues qui étaient sur place en Malaisie et d'autres collègues indonésiens également. Donc, vous savez, quand ça arrive, c'est toujours quelque chose de très poignant, puisque c'est toujours l'un des nôtres. Donc, on espère toujours, comme tout le monde, qu'il y aura une réponse et puis peut-être une solution aux problèmes qui se posent, mais on espère toujours de bonnes nouvelles. Vous le connaissiez bien, malheureusement, non, malheureusement, je ne l'ai pas connu, puisque ma compagnie AirAsia est une compagnie qui est assez grande. On a beaucoup de filiales et il appartenait à la filiale qui est basée en Indonésie. Et moi, j'appartiens à celle de la Malaisie où la compagnie a été créée. En tant que pilote, est-ce que vous avez cette crainte de l'accident quand vous êtes à bord, quand vous décollez ? Non, nous sommes tous des professionnels et on est concentrés sur ce que l'on a à faire, sur la tâche qui nous impose, qui nous est imposée. Et finalement, la peur de l'accident, non. Mais on sait que c'est une réalité. Et c'est pour ça que nous sommes formés et on va faire des recyclages très fréquemment afin d'être fin prêts.
mais la fatalité est toujours là. Vous avez beaucoup volé à l'étranger. On se demande souvent si à l'étranger et en Europe c'est la même chose. Bon, en ce qui concerne le pilotage de l'appareil, l'avion est piloté pareil partout. Évidemment, certaines compagnies ont des procédures qui peuvent être différentes les unes par rapport aux autres, mais le fait de piloter dans un ciel asiatique ou un ciel européen, ça ne change rien. Les procédures sont les mêmes et finalement nous pilotons les mêmes machines. Quel a été votre parcours, vous ? J'ai eu un parcours un petit peu en lot solitaire. Je sais que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner et aider les jeunes à développer cet engouement pour l'aéronautique. À mon époque, parce que je suis un petit peu un vieux maintenant, j'ai pu rencontrer quelques jeunes maintenant qui prennent la relève et ça m'a beaucoup fait plaisir. Bon, moi j'ai commencé mes études comme tout le monde à la Martinique. Je suis passé éventuellement par le séminaire collège et le lycée de la Pointe des Nègres. J'ai cru comprendre que le nom a changé depuis. Lycée de Bellevue, le lycée technique. Lycée technique, voilà. Et puis après, il y a eu le départ, comme d'habitude, pour la métropole, où j'ai effectué mes études d'ingénieur. Et à l'issue de cela, il a fallu choisir soit de faire la carrière en France ou de la faire à l'étranger. Et à l'époque, il était moins onéreux de la faire pour ma petite maman, de faire la carrière à l'étranger. Donc je suis parti aux États-Unis où j'ai commencé toutes mes licences. J'ai eu beaucoup de chance, je suis passé instructeur à l'école de pilotage où j'ai moi-même fait mes licences. Et petit à petit, chemin faisant, les élèves que j'avais formés au préalable, déjà embauchés en compagnie, ont finalement facilité mon embauche et j'ai volé aux États-Unis pendant de nombreuses années pour une compagnie aérienne assez grande. Et j'ai eu encore un besoin d'aventure et je suis parti finalement en Inde où j'ai piloté pour Air India, l'Afrique. Et le Japon, et puis finalement la Malaisie, où j'ai posé mes bagages depuis 5 ans. Comme quoi, il faut vraiment aimer les voyages quand on est pilote. On n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. Ça fait un peu partie du boulot. Ouais. On a entendu tout à l'heure un jeune qui voulait être pilote, qui voudrait être pilote. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ? Le conseil, déjà, c'est qu'il n'est plus tout seul. Donc, de ne pas baisser les bras. Les obstacles, vraisemblablement, vont se dresser sur sa route. Mais le problème, c'est pas l'obstacle, c'est souvent l'argent. C'est souvent l'argent. C'est souvent l'argent. Et une fois qu'on a passé cet obstacle, il y a le deuxième obstacle de trouver le premier emploi. Mais je crois que c'est commun à tout corps de métier. Sans expérience, on a des difficultés. Mais maintenant qu'il y a beaucoup d'associations, d'après ce que j'ai pu comprendre, ou au moins une importante, donc il y a un travail d'accompagnement qui se fait. Alors mon conseil, c'est de ne pas perdre ce virus, parce que c'est un virus, c'est même plus de l'amour, on l'a dans les veines. La rage. Et de s'y mettre sérieusement et avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Tout est possible, la preuve. Si j'y parviens, il y parviendra. Merci beaucoup, Charles Boulainval, d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite donc bon vol, comme on dit dans le jargon. Oui. Happy landings. Happy landings, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Puisque nous parlons d'avions, notez en bref que les salariés de la compagnie Corsair International entameront un mouvement de grève de 72 heures ce vendredi. Le week-end s'annonce donc très compliqué pour les voyageurs, d'autant que le mouvement promet d'être très suivi. Demain, déjà, le comité d'entreprise se réunira pour préparer sa mobilisation. Dans leur ligne de mire, bien sûr, la proposition de rachat de la compagnie par le groupe Dubreuil qui possède déjà Air Caraïbes, une proposition qu'ils jugent inacceptable en l'état et pour laquelle ils réclament des garanties. Parlons maintenant d'un classement qui ne nous réussit pas, celui des centres hospitaliers universitaires de France, un classement réalisé par le magazine WhatsApp Doc, donc pour la 2e année consécutive, et qui prend en compte les vœux d'orientation des nouveaux internes en médecine. Ceux de la promotion 2013-2014 n'ont pas beaucoup opté pour nos régions antillo-guyanaises. Sur 28 CHU français, le CHU Antilles-Guyane, qui compte pour un seul établissement, arrive 25e. Heureusement, certaines spécialités sortent du lot, comme l'oncologie. Essayons de comprendre pourquoi avec Isabelle Ferrière. 25e sur 28, les CHU Antilles-Guyane se retrouvent en queue de peloton des centres hospitaliers français choisis par les internes en médecine. C'est le résultat d'une étude menée à l'issue du concours auprès des étudiants de 6e année. Pour le syndicat autonome santé, pas de doute, le manque de moyens de l'hôpital explique ce classement. Toute la désorganisation que nous connaissons aujourd'hui, la dégradation même de la prise en charge, la diminution même des moyens mis à disposition de l'hôpital explique aujourd'hui que le CHUM se trouve dans cette situation. Les médecins ne font que fuir. Les internes ne sont plus intéressés à venir pratiquer les études ici. Restent des points forts. Certaines spécialités continuent d'attirer chez nous les apprentis médecins. C'est le cas de l'oncologie. À l'origine du succès, plusieurs facteurs.
Ce que recherchent les internes, eh bien, ce sont les bonnes conditions de formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des étudiants et qui n'ont pas terminé leur cursus. Donc en fait, ils aiment être dans un service bien organisé, tout d'abord, avec une politique de qualité. J'entends par qualité la gestion des processus et des organisations. Également, ils cherchent évidemment une technologie la plus avancée possible. Des équipements dernier cri. En cette période de disette budgétaire, il faut trouver des alternatives. Location, aides européennes, sponsoring. Ainsi, le pôle oncologie s'est doté d'un appareil de tomothérapie d'un montant de 3 millions d'euros. En France, il n'en existe que 22. Il était impensable que nous achetions une telle machine de 3 millions d'euros au CHU de Martinique, dans l'état actuel de nos finances. Donc il a fallu que nous trouvions ce qu'on appelle un capital risqueur, c'est-à-dire un prêteur, pour ne pas le nommer, donc c'est GE Capital Healthcare, qui nous a acheté la machine et qui nous l'a fait rembourser sous forme de loyer. Comparativement, La Réunion arrive en 12e position du classement. Une étude a relativisé. Pour exemple, les établissements hospitaliers de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont été considérés comme une seule et même entité. Quelques jours à peine après les débats sur la création de l'Université des Antilles à l'Assemblée nationale, le vice-président du pôle Guadeloupe publie ses inquiétudes quant à l'avenir de cette fameuse UA. Dans sa missive, Didier Détouche évoque un budget, je cite, trop insuffisant et injuste, ainsi qu'une autonomie politique des pôles en péril et en sursis. Avec cette lettre ouverte, il espère alerter les élus et les parlementaires, comme il l'a confié à Linda Kayarsi. J'adresse donc un message solennel, effectivement, par le biais de cette lettre ouverte aux parlementaires, mais aussi aux représentants de l'État pour que nous puissions trouver et dégager un financement qui nous permet d'assurer nos missions. Bien sûr, ce financement, eh bien, il a pâti du fait que nous ayons été en pleine scission avec la Guyane qui est partie avec un certain nombre de moyens supplémentaires financiers. Il faut donc absolument que l'État prenne en considération nos besoins et que l'État nous permette d'assurer notre mission de service public. Deuxièmement, il y a le problème du ticket A3. Nous, en Guadeloupe, nous voulons une élection qui permette qu'il y ait une vraie politique au niveau du pôle Guadeloupe et donc qu'il y ait véritablement un vice-président du pôle Guadeloupe qui soit élu par les conseillers d'administration du pôle Guadeloupe, mais pas par l'ensemble des administrateurs de l'université sous la forme d'un ticket avec le président. En Guadeloupe comme en Martinique, après l'euphorie, le voyer monté du carnaval, on redescend sur terre pour le carême. Si la période est religieuse à l'origine, elle est depuis longtemps passée dans le registre culturel et chacun la respecte à sa façon. Pour la plupart, c'est l'occasion de faire une sorte de régime alimentaire, de manger moins et surtout plus sainement. Élodie Toto. Depuis vendredi et pour 40 jours, les chrétiens martiniquais ont entamé le carême, une période de jeûne et d'abstinence. Mais avant tout, le carême, c'est un temps de réflexion. La réflexion, mais aussi la pénitence. Pour cela, certains se privent de ce qu'ils apprécient le plus. La musique, parce que j'aime la musique, j'aime sortir. Cette fête chrétienne se traduit aussi par une modification du régime alimentaire. Au carême, j'achète du poisson, de la morue et puis une belle robe blanche pour aller à l'église. On achète des légumes. Oui, on achète des légumes. On mange pas trop on mange léger, pas trop lourd. Oui, on achète des légumes, on fait de la soupe, et pas de viande. De nouveaux choix de consommation qui ne sont pas pour déplaire aux commerçants des marchés foyalais. Il y aura plus de monde pour le carême. Ils viennent surtout le vendredi et le samedi. Là, on en a plus de poissons, on a plus de pêcheurs aussi, les marins pêcheurs ils viennent. Les gens d'ici consomment beaucoup de légumes verts pendant le carême. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs produits qu'ils achètent chaque vendredi, c'est les choux pommés, la carotte, la laitue. Tout ce qui est sale, tout ce qui est léger. Un régime alimentaire lié à une pratique religieuse, mais qui s'adapte aussi au climat de saison. Ce temps du carême aussi, il faut bien voir que c'est le temps de la sécheresse. C'est le temps, effectivement, où finalement, la situation un petit peu, du point de vue du temps, du point de vue, etc., est très particulière, parce qu'il fait très chaud, il fait très sec. D'accord ? C'est toute la phase de la soudure où il faut véritablement prendre sur soi pour économiser des forces. Que ce soit pour des questions religieuses ou climatiques, les traditions du jeûne et du carême restent bien ancrées dans les mœurs martiniquaises.
S'il y a une chose dont on ne se prive pas, c'est le sport, carême ou pas. Après le carnaval, on reprend en douceur. Ce week-end, il y avait du saut d'obstacle, du basket et du volleyball, dont les quarts de finale de la Coupe de Martinique ont commencé. Retour sur 2 jours de sport avec Karil Chassol, Guillaume Bacoul et Michelet François. Temps fort du week-end, le concours intercaraïbe de saut d'obstacle à l'Hippocampe à Carrière. Il a été remporté en élite par la Martiniquaise Agathe Corrette devant les Guadeloupéens Océane Chenel et Corentin Olivier. En planche à voile, pari réussi pour Marcos Guédez, parti à minuit vendredi du centre nautique de Schellcher. Il a réalisé son tour de Martinique en 14h35. En athlétisme, hier matin s'est tenu au stade Pierre-Aliquer le premier tour des Carifta Games. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos athlètes n'ont pas brillé. En effet, en dépit de quelques performances intéressantes, aucun minima n'a été réalisé en vue des Carifta Games qui auront lieu en avril prochain à Saint-Kitts-et-Nevis. Prochain tour qualificatif le 5 mars. Sport collectif en volleyball, début des quarts de finale de la Coupe de Martinique. Chez les hommes, l'Éveil a disposé de l'espoir, 3-7-0. A noter également au féminin la qualification du Good Luck sur le même score face à la JS franciscaine. Basket pour conclure, on jouait ce week-end la 15e journée du championnat élite. Chez les hommes, elle a été marquée par la défaite surprise du Golden Star, battu 67-64 par le Golden Lion. La Gauloise, l'Intrépide et l'US du Cossaise se sont également imposés. L'USAC joue demain. Chez les femmes, pas de surprise, les favoris, l'Éclair, la Gauloise et le Golden Lion se sont imposés. Enfin, dans le derby lamantinois, le Sporting a pris le meilleur sur l'Aiglon. Et pour être complet, ajoutons cette info en cyclisme. Jocelyn Lampérière de Féos a remporté hier le mémorial Denise Labéjoff. Il devance Cédric Eustache du CCV et Émile Demazy de l'UCS. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence avec les infos pratiques et attention, travaux. Demain, la circulation des véhicules sera interrompue sur la rocade dans le sens Schellcher-Lamentin de 21h à 22h entre le carrefour Pointe-de-Jaham et le rond-point du Vietnam héroïque, de 22h à 2h du matin entre l'échangeur de Pont-de-Chêne et celui de la maternité et de 2h à 5h du matin entre l'échangeur de la maternité et celui de Dillon. Et puis toujours au chapitre info pratique, notez cette coupure d'eau demain de 9h à 14h, route de Ravine-Vilaine et route de Redoute à Fort-de-France. Faisons maintenant escale dans un salon de bien-être au Morne Rouge. L'Institut Selon Isabelle a ouvert ses portes il y a peu. L'esthéticienne y pratique les soins les plus courants, mais elle a aussi une petite surprise pour ses clients hommes. Elle a un diplôme d'état de barbier. Petit cours de bien-être au masculin avec Hubert Bornil et Michelet François. Après une dure journée de travail, on essaye de changer d'aspect, de changer de tête. Je me suis retrouvé chez mon esthéticienne barbier. C'est certainement l'une des rares femmes en Martinique à exercer ce métier datant des années 50. On va se refaire une tête, quoi. Peut-être pour les mariages, soirée chic. Allez, c'est parti. En m'installant dans ce fauteuil de barbier datant de 1952, un sentiment particulier m'envahit. Des images d'une autre époque où le coiffeur du coin, rasoir en main, prenait son rôle avec beaucoup de sérieux. C'est aussi le souvenir de quelques scènes tirées de grands westerns noirs et blancs. Bonjour monsieur, venez installez-vous, je vous en prie. Vous pouvez poser vos pieds sur le... Retour à notre époque avec Isabelle, esthéticienne, qui développe une autre conception du bien-être. Côté masculin. C'est une manière originale d'apporter du bien-être, sachant que moi j'ai déjà des clients qui se sont endormis alors que je les rasais. Parce que voilà, c'est leur bulle à eux. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que je travaille seule. Plutôt rare, cette femme qui se sert du véritable rasoir. On peut s'apercevoir qu'il y a de nouveau un engouement pour le rasage à l'ancienne. De plus en plus de personnes cherchent à se raser avec ce moyen, qui est le coupe-chou. Chez nous, cela dit au passage, il a une véritable histoire. Bref, notre barbier féminin, car la barbière c'est le meuble, sait bien de qui tenir. Elle a eu en effet un grand maître comme formateur. J'ai été formée par le dernier maître barbier de France qui est maître Alain Blackman à Paris,
qui rase notamment des vedettes comme Johnny Hallyday et compagnie. À la fin de la séance, le client ne cache pas sa satisfaction. Ah bah ça change de la sinécure du rasage quotidien. C'est un moment pour soi. Pour une fois, on s'occupe de moi. Pari gagné, on dirait, pour la jeune professionnelle pour qui le concept de bien-être ne peut plus être uniquement l'affaire des femmes. En fait, les hommes recherchent vraiment du bien-être. Maintenant, pour pousser effectivement la porte d'un institut, c'est peut-être un petit peu compliqué. Dans la salle d'à côté, je passe au massage. Quelle belle compensation après la rigueur du rasoir. Un bon massage à l'issue de ce rasoir à l'ancienne, je crois que c'est ma partie préférée. J'ai découvert la véritable notion du bien-être. Et oui. Voilà, Hubert Bornil, le raseur de caméra. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.